Je vous ai parlé de l'historique tout à l'heure. Je vous ai montré aussi comment l'utiliser pour revenir facilement en arrière. Mais ça me paraît le moment rêvé pour vous parler un peu plus en détail de certaines fonctionnalités liées à cet historique. Donc, on a vu qu'on pouvait définir le nombre d'éléments qui seraient dans l'historique via le menu Édition, Préférences. 20, 50, comme vous voulez. Mais il y a aussi des petits boutons ici qui sont pas forcément très clairs. Le premier, cette image là-haut, c'est votre image telle qu'elle est et telle qu'elle l'était au moment où vous l'avez ouvert. C'est-à-dire que même si vous n'avez que 20 niveaux d'historique et que vous venez de faire 70 modifications d'affilée, en cliquant dessus, vous avez toujours la possibilité de revenir à votre image telle qu'elle était au moment où vous avez fait Fichier ouvrir. Ça vous permet de facilement revenir, si vous avez fait par exemple une série de 70 modifications et qu'à un moment vous n'êtes pas sûr, vous dites peut-être que finalement, malgré tout, l'image de départ était mieux, hop, vous pouvez revenir en un clic à votre image de départ. Ou ensuite revenir à votre image telle qu'elle est après toutes ces modifications. Vous avez des petits boutons ici qui représentent la possibilité soit d'annuler, de supprimer complètement des étapes d'historique pour la petite poubelle. Ces deux-là sont un peu plus rigolos. C'est le fait que vous allez pouvoir créer, avec ce bouton, un nouvel état, une nouvelle image qui part du dernier état de votre photo. C'est-à-dire que là, j'étais sur l'état éponge, j'ai cliqué sur le bouton, ça m'a créé une nouvelle image. Et maintenant, cette nouvelle image contient toutes les modifications qu'on a faites avant. Vous voyez là mon bleu très très saturé et un peu peinturluré. Et maintenant, je peux par exemple faire d'autres modifications sur cette nouvelle image sans toucher à l'ancienne. L'intérêt, c'est que je peux être à un moment où j'hésite entre deux directions possibles. Et du coup, je vais faire des essais sur ma deuxième image sans altérer mon image précédente parce que peut-être que ça c'était suffisant. Et maintenant, faire une retouche sur cette image, je peux le faire tranquillement, dessiner des trucs, voilà, sans toucher à ma première image. On ne va pas l'enregistrer. Le deuxième bouton, celui-là, permet de créer ce qu'on appelle un instantané. Vous voyez, ça s'ajoute ici à la liste des images qu'il y avait en haut. Ça veut dire que si je clique là, je reviens sur mon image telle qu'elle était au moment de l'ouverture. Et si je clique là, je revois mon image telle qu'elle était au moment où j'ai fait l'instantané. Ça veut dire que si je reviens là à mon état actuel et que je rajoute des choses, j'écris du texte, je fais un dégradé sur une sélection. Oui. Voilà. Et je vire ma sélection. J'ai toujours la possibilité de retourner à mon instantané d'avant. Même si là, mon texte, mes dégradés, ça représente encore 100 états dans mon historique. En un clic, je peux revenir à mon instantané tel qu'il était au moment où j'ai cliqué sur le bouton instantané. Je peux en créer encore. Et hop, si je me trompe de bouton, on ne va pas y arriver. Je peux en créer un autre. Et vous voyez, là j'ai mon instantané avec le texte et le dégradé. Là j'ai l'instantané d'avant, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça vous permet d'avoir des états où vous vous dites, bon, là je pense que ma retouche est bonne. Je vais expérimenter quelque chose. Si ça me prend beaucoup de niveaux d'historique, je risque de ne plus pouvoir retourner en arrière, parce que je vous ai dit, si vous avez défini dans les préférences seulement 50 niveaux d'historique et que vous avez fait 70 modifications, vous ne pourrez pas revenir à l'état d'avant les 70 modifications, sauf
si vous avez fait un instantané avant. Alors c'est à utiliser quand même, je dirais avec modération, parce que chaque instantané prend aussi beaucoup de place en mémoire et dans votre fichier. Donc il faut trouver le compromis entre la possibilité de revenir à des états intéressants et aussi le fait que peut-être finalement cet état au bout d'un moment j'en ai plus besoin, donc je le mets à la poubelle. Je clique sur la petite poubelle, supprimer. Tout ça, ça m'amène à la sauvegarde. La sauvegarde, je ne l'ai pas encore fait depuis qu'on a commencé ce cours. J'aurais probablement dû vous le montrer avant, mais pour l'instant, on n'a pas fait non plus des modifications très lourdes sur notre image. En toute logique, vous imaginez faire fichier enregistré. Il faut savoir que j'ai ouvert un JPEG et que Photoshop utilise un format différent afin de stocker toutes ces modifications. Par exemple, on ne peut pas stocker un instantané dans un JPEG. On ne peut pas stocker un texte librement éditable par la suite dans un JPEG. Là, par exemple, si je double-clique sur mon texte, j'ai la possibilité de rajouter et de modifier mon texte, de le déplacer. Si j'enregistre mon image en JPEG, je ne pourrais pas, parce qu'une image en JPEG, c'est que des pixels à plat, donc mon texte est aplati, et je ne pourrais plus modifier mon JPEG et ni récupérer, par exemple, le nuage qu'il y avait derrière mon texte. Donc le format de fichier par défaut de Photoshop, c'est le PSD. Un fichier PSD, c'est un fichier de travail au format de Photoshop qui peut quasiment uniquement être ouvert par Photoshop, ou en tout cas que des logiciels soit de la même société, soit prévus exprès pour ouvrir des PSD, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est le seul format de fichier qui vous permettra de stocker toutes ces informations, la notion de calque, de texte éditable, d'instantané. Donc, quand vous travaillez comme ça sur une photo, il faut forcément l'enregistrer en PSD. On vous propose d'utiliser par défaut un format compatible avec les anciennes versions de Photoshop. Vous faites OK. Donc maintenant, si je ferme mon fichier et que je le réouvre, vous voyez, .psd, j'ai toujours mon texte librement éditable. Je découvre en même temps que vous qu'en fait, les instantanés ne sont pas sauvegardés. Je pensais, eh bien non. Donc, à retenir, un instantané, c'est uniquement à l'intérieur d'une même session de travail. Quand vous fermez votre fichier, vous l'enregistrez, l'historique disparaît et les instantanés aussi. Si je vous dis que je suis surpris, c'est parce que, en effet, les instantanés, c'est quelque chose que j'utilise, dans mon cas, sur une période de retouche, mais sur laquelle je ne compte pas par la suite. C'est-à-dire que quand j'ai fait 3 versions différentes et que je suis d'accord sur une, je supprime les instantanés intermédiaires parce que ils n'ont plus vraiment de raison d'être. Et je pense pas qu'on puisse... On ne peut pas enregistrer... Non, il ne nous propose pas l'enregistrement des instantanés. Voilà pour ça. Il y a maintenant le fait que votre PSD, c'est pas le fichier que vous allez, par exemple, envoyer via Internet par email à vos amis ou sur un site de tirage de photos en ligne. Vous allez sortir un JPEG. Donc, Photoshop vous propose 2 possibilités. Soit quand vous faites enregistrer sous, vous choisissez JPEG. Vous voyez aussi qu'il y a des tas de formats différents. Il y en a plein qui n'ont pas trop d'intérêt de nos jours, mais le JPEG est présent. On peut... Alors là, je ne vais pas écraser mon image de départ, donc je vais l'appeler corriger. Et j'enregistre. Il me propose, au passage, des options de qualité. Je peux choisir entre un fichier de très bonne qualité mais volumineux ou un fichier de moins bonne qualité et compact. Entre 8 élevé
ou ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez un taux de qualité qui varie de 0 à 12, avec du texte à côté, c'est-à-dire si vous choisissez faible, ça choisit 3, si vous choisissez maximum, ça choisit 10, et ce curseur vous permet de faire la même chose. Donc au final, soit vous enregistrez toujours en élevé, ça change les autres paramètres, soit vous avez l'habitude de vous mettre au milieu du curseur, et ça choisit tout seul le reste. C'est la même chose. Vous voyez au passage que vous avez le poids de l'image qui apparaît associé. Donc là, en qualité 5, ça va me faire un fichier de 624 kilooctets qui est par exemple envoyable par email. Si je mets volumineux à fond, après calcul, il va me donner 4,3 mégaoctets, ça commence à être un petit peu gros. Plusieurs types d'enregistrement, de base, optimisé, progressif. L'essai de base, c'est le meilleur moyen d'avoir des fichiers compatibles avec la majeure partie des logiciels, que ce soit sur Internet ou des logiciels de retouche par la suite. L'essai de base, c'est très bien. L'autre solution, si jamais vous êtes amené à exporter vos photos pour les mettre sur un site web, pour les montrer à des gens via Internet, il y a une notion de exporter pour le web et les périphériques. Alors, là, je vais le faire avec une très grosse image, donc il me prévient parce que, en gros, il me dit attention, votre image, elle fait 10 mégapixels, en gros. Si vous voulez l'exporter pour le web, c'est trop gros. C'est bien, c'est une petite alerte. On va quand même faire oui. Vous allez voir que l'image, elle est un petit peu énorme, et du coup, ça ralentit un peu les traitements. Globalement, ici, vous avez directement la possibilité de choisir JPEG, GIF, PNG, qui sont en gros les formats prévus pour Internet. Il n'y a plus les autres. Le type de qualité, donc on retrouve les mêmes notions que tout à l'heure. Là, la notion de qualité, elle est plus de 1 à 12, mais de 0 à 100%. L'idée, c'est la même. La grosse différence, c'est que tout à l'heure, on ne savait pas ce que un réglage à 3 ou à 8 allait donner. Là, quand je choisis, par exemple, 10, qui est donc une qualité faible, je vois tout de suite ce qui se passe. Je vais même descendre encore plus bas pour que vous voyez vraiment. Si je mets 1 et que je zoome, je peux zoomer, hein, j'ai un outil zoom ici. Vous voyez que j'ai vraiment des... Alors, peut-être dézoomer un petit peu, 1000%, ça sera bien, j'ai la petite main aussi. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle des artefacts de compression, c'est des espèces de gros carrés qui n'ont rien à faire là, et qui dénaturent un petit peu la qualité de mon image. Je fais clic droit pour accéder directement à des niveaux de zoom plus rapides. Donc là, ma qualité est assez mauvaise. Si je choisis 100%, ça recalcule instantanément, ou presque, parce que mon image est quand même très très grosse, et vous voyez, la qualité est nettement meilleure. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un outil qui vous montre en temps réel l'impact de vos choix sur la qualité. Et vous voyez là aussi 4 mégas, j'ai le nombre de mégaoctets de mon image. Si je choisis 50%, je vois l'impact visuellement et aussi sur la taille de l'image. Vous retrouvez des notions de progressif de tout à l'heure, on évite de cocher. Convertir en sRVB, sRVB c'est un format, un espace de couleur qui vous permet de vous assurer que ce que vous voyez ici, ça sera la même chose que ce que les autres utilisateurs verront sur Internet. Table des couleurs, c'est pas pertinent dans notre cas, c'est si vous utilisez un format GIF qui n'intègre pas les 16 millions de couleurs, mais qui en intègre moins, vous voyez quelles sont les couleurs qui ont été retenues. C'est plus pour on va dire, des petits pictogrammes sur Internet que pour des images, que pour des photos numériques. Taille de l'image, si vous ne l'avez pas fait avant, vous avez la possibilité, ça c'est uniquement depuis la version CS4, de dire je veux que mon image elle fasse 800 pixels de large. La qualité, c'est la qualité de la manière dont ça va être redimensionné. Bicubique, c'est très bien. Bicubique plus net vous donne un rendu un petit peu plus net, comme son nom l'indique. Et vous voyez que du coup, notre image, par exemple, elle fait plus que 60 kg avec une qualité de 50%.
Mais là, on est en zoom 100%, donc elle est beaucoup plus petite. Vous pouvez bien sûr agrandir la fenêtre de manière à voir votre image en plus grand, sa taille réelle ou dans son intégralité. Donc c'est vraiment le petit outil qui vous permet de vous assurer que vous allez sortir une image qui ne sera pas trop grande, de voir quelle qualité de compression vous pouvez vous permettre. Vous pouvez comparer en utilisant 2 vignettes ici. Vous avez voilà l'original là-haut et mon JPEG en dessous. Vous pouvez zoomer pour voir, peut-être un poil moins, encore, on va mettre 800. Voilà la qualité de l'original avant toute compression. Vous voyez ce que fait la compression JPEG que vous avez choisi. Si je choisis un JPEG encore plus compressé, vous voyez que la qualité est vraiment moins bonne. Un JPEG de haute qualité, la qualité est quand même très très bonne. Donc voilà, ça c'est très très pratique. Ça permet vraiment de vous assurer que votre image elle sera exactement telle que vous la souhaitez et surtout que les personnes avec qui vous allez la partager verront la même chose. Ils auront un vrai JPEG avec les bonnes couleurs et si ce que vous voyez ici vous plaît, en mettant 100%, eux verront la même chose. Raccourci clavier de l'enregistrement, CTRL S, vous voyez, c'est ce qui apparaît là. Si jamais vous travaillez sur un JPEG et que vous l'avez modifié, par exemple en ajoutant du texte, la première fois que vous ferez CTRL S, on vous demandera d'enregistrer un PSD, parce qu'on ne peut pas enregistrer ces informations-là dans un JPEG. Je prends l'exemple, je rouvre mon JPEG, je vais mettre du texte. Si je fais fichier enregistrer, il me propose le format PSD. Une fois que j'ai choisi ce PSD, qui existe déjà, donc je ne vais pas le remplacer, je vais faire un deuxième. Si je fais des modifications, genre je rajoute des lettres dans mon texte, quand je fais CTRL S, hop, il enregistre tout seul, instantanément, sans me reproposer de boîte de dialogue. Donc, dès que vous avez fait 5 ou 6 opérations, CTRL S. C'est dommage que la coupure de courant vous fasse perdre 2 heures de retouche sur une photo. C'est vraiment très dommage, donc CTRL S, CTRL S, CTRL S, toutes les 3 minutes, même si vous n'avez rien touché, à ce moment-là, il ne fera rien, ça se fera instantanément. Donc c'est vraiment très important.